sur... Voilà, donc du coup, ça y est, l'enregistrement commence. Hop, je vais mettre le diapo. Voilà. Je vais y arriver. Hop. Alors, écran partagé. L'écran tout court, oui. Et voilà. Alors, bienvenue à tous sur le cours, heureusement que je reviens de commerce aujourd'hui. Donc, sur l'atelier web marketing, l'atelier Zoom marketing, numéro 5. Pourquoi l'entrepreneuriat est-il lié au marketing? Donc, l'objectif de notre rencontre tous ensemble, c'est de saisir l'intérêt du marketing dans la création d'une entreprise viable. Et j'insiste bien sur le viable, je pense que ça doit parler à Franck, par exemple. Oui, oui. Voilà. Alors, le programme de cette animation. Donc d'abord, il y en a certains qui ne me connaissent pas, donc je vais un peu détailler. Ensuite, on va parler de vous. Vous pourrez vous présenter, faire votre auto-promo si vous voulez au passage. Et justement, nous donner un petit aperçu de votre secteur d'activité. Le marketing dans votre création d'entreprise. Donc du coup, vous pourrez nous raconter votre anecdote par rapport à votre création, comment ça s'est passé, quelle a été votre réflexion. On va construire ensemble une réponse à la problématique et on verra ensemble aussi les évolutions de tendance du marketing entre aujourd'hui et demain. Et après, évidemment, il y a un cadeau. Alors, moi, déjà, donc, formatrice en marketing, qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, j'aborde tout ce qui est la réflexion. Ce marketing, c'est de la réflexion. Donc, autour de qui je suis, qu'est-ce que je vends, pourquoi on achèterait chez moi plutôt que chez le concurrent, la base. Et une fois qu'on a dégagé de tout ça une image d'entreprise, on va dégager une culture et une stratégie qui va faire qu'on va investir intelligemment dans les bons outils raccord avec notre image et notre business model. Donc, 10 ans d'expérience dans le commerce et le marketing. Et pour humaniser un peu tout ça, donc, je suis passionnée de roller et de dessin. Donc, diplômée de master et j'ai fait une formation de formateur pour vous faire des webinars de qualité. Ensuite, Jean-Paul n'avait pas eu cette petite nuance la dernière fois. Juste pour expliquer un petit peu la différence, les ateliers Zoom Marketing qu'on fait ensemble, il faut le voir comme un cahier des charges, des caractéristiques techniques de voiture, c'est le quoi. Le quoi. Et les formations que je propose, c'est le comment. OK, on sait ce que c'est le marketing maintenant, on sait en quoi ça consiste. Maintenant, on va apprendre comment on en fait par rapport à notre entreprise à nous, en fait. Donc, c'était la petite nuance. Ensuite, le vous, c'est parti, je vous laisse la parole. Donc, votre nom, votre profession et une passion ou un hobby, puisque vous n'êtes pas obligé d'être passionné pour avoir des passe-temps qu'on apprécie. Qui veut commencer? Franck, peut-être? OK, très bien. Alors, moi, je m'appelle Franck Ballet. Actuellement, je suis formateur consultant, mais je pense un peu comme tout le monde, j'ai plusieurs vies professionnelles. Donc, la première, c'était j'étais dans le commerce, j'étais commercial. Donc, j'ai commercialisé pas mal de choses, notamment la fibre optique à ses débuts avec la société américaine UPC. Et ensuite, j'ai commercialisé de la mutuelle, de l'assurance pour personnes, de la télésurveillance. J'ai également œuvré aussi dans l'animation socioculturelle, dans la solidarité internationale, dans le sport, enfin bref, j'ai fini effectivement par embrasser la formation professionnelle pour pouvoir partager mon expérience et puis toujours jouir de celui d'autrui. Et donc, je suis devenu formateur, ensuite formateur consultant, ensuite chef de projet de formation sur un dispositif régional Île-de-France. Et en réalité, je me suis rendu compte que je préférais quand même le face-à-face pédagogique avec toutes sortes de publics, mais surtout des professionnels de l'accompagnement. Et donc, actuellement, je suis formateur, mais je suis commercial dans l'âme et je suis un hyperactif intellectuel. J'ai toujours beaucoup d'idées en tête, de création d'entreprises, d'accompagnement. Et aujourd'hui, je suis formateur et parallèlement à cela, j'essaie de développer des business en parallèle. Ah, Voilà, sympa. pour faire vite. En espérant que ce webinaire, du coup, puisse t'aider. Oui, oui, oui. OK, super. Du coup, passion hobby, finalement, c'est la création de business et d'enrichissement intellectuel. Voilà.
C'est ça, mais ouais, je suis plus aussi voilà, dans tout ce qui est sport et puis philosophie. Mais oui, alors ça, c'est mes hobbies. Sport, philosophie, et on va dire que le, le business, c'est vraiment quelque part pour assouvir, on va dire, mon hyperactivité intellectuelle. Je comprends. Voilà, c'est le challenge en fait. Voilà, c'est ça, c'est Ouais. challengeant. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Très bien. Qui veut se lancer ensuite? Raphaël, Jean-Paul, qui est chaud. Euh, je me lance, donc je suis Raphaël, j'habite à 20 km de sud de Lyon. Mhm. Actuellement, je suis indépendant, j'ai une boutique en ligne. Et par exemple, là, j'entendais les commerces qui ont eu des difficultés avec le Covid, qui récupèrent le chiffre d'affaires. Bah, pour certains commerces, je peux les aider à augmenter leur chiffre avec une marge de 25% grâce à mes produits, sans avance de trésorerie, sans stock, sans contrainte. Voilà, je fais ma petite pub. Donc, par le passé, j'étais salarié. Après, j'ai été indépendant dans une coopérative d'activité. C'est où j'ai mis le pied dans l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai été associé dans un restaurant, puis PDG. Alors, ça s'arrangeait, on fout plein la vue. Parce qu'on avait créé une SAS et j'étais le PDG. Et donc, on voulait développer une franchise. Et puis, ensuite, ça s'est mal passé. Je suis dû retourner travailler. Et aujourd'hui, voilà, je travaille pour moi. Alors, rapidement, ma vie. Tu peux rappeler sur quoi sont tes produits? Oui, ils sont des produits français, Made in France, haut de gamme, de qualité. C'est seulement cosmétique à base d'aloe vera ou c'est autre chose? Non, il y a parfum et cosmétiques, juste des compléments alimentaires. D'accord, ok. Donc à base d'aloe vera, c'est bien ça. Oui, il y a une grosse partie d'aloe vera dans les produits, ouais. Dans les dentifrices, par exemple, dans les cosmétiques classiques. Ok, ok, très bien. Chouette. En termes de hobby et de passion chez toi, qu'est-ce que tu aimes faire? J'avais une passion, c'est le théâtre, mais ça me prend trop de temps, donc j'ai mis un peu de côté. Là, c'est passion en ce moment, c'est de lire des bouquins sur le développement personnel, c'est de regarder des vidéos pour essayer d'apprendre qui je suis, puis m'améliorer pour être plus empathique, pour, D'accord, pour être plus à l'écoute des gens que je rencontre, pour essayer de leur proposer mes services, voire mes produits. d'accord. Voilà. Ok. Ok, très bien. Ok, ok. Jean-Paul, du coup, je te laisse te présenter. Alors moi, je suis, depuis le début de l'année 2016, donc ça va faire 5 ans bientôt, je suis euh, responsable d'un organisme de formation que j'ai créé après avoir été pendant une bonne trentaine d'années dans le domaine commercial, spécifiquement dans le secteur du transport et de la logistique. J'ai occupé plusieurs postes, mais toujours à vocation commerciale, alors que j'avais une formation de transporteur. Mais voilà, je me suis orienté très vite vers le commerce et ça m'a amené à y faire carrière complètement. Alors j'ai été tour à tour commercial de région, compte manager France, compte manager Europe du Sud. Je suis revenu chef de produit. J'ai terminé comme j'avais commencé responsable commercial Sud France en 2015. Et en 2016, j'ai créé cet organisme qui se, qui se singularise par le fait que je travaille essentiellement, alors avant je disais exclusivement, mais là maintenant c'est essentiellement avec des commerciaux B2B et spécifiquement dans tout ce qui est vente en cycle long et particulièrement vente complexe, quand il s'agit de prestations un peu difficiles à vendre, quand les parcours d'achat sont compliqués et les tunnels de vente longs. Voilà. Donc, je travaille là-dessus. Je diversifie un peu en ce moment, enfin, je m'écarte un peu de cette spécificité qui faisait un petit peu ma particularité, euh, parce qu'il y a aujourd'hui, enfin, moi je le ressens, il y a un autre formateur ici, il le ressent peut-être aussi, mais moi je ressens une demande nouvelle depuis le début, enfin mi-juin, début juillet. Il y a beaucoup plus de demandes d'entreprises qui veulent faire monter en compétence leurs salariés. Et j'ai vu arriver pas mal de demandes. Encore aujourd'hui, j'ai travaillé sur une. Mhm. La loi du 5 mars, pardon, la loi du 5 septembre 2018 commence à porter ses fruits. La réforme de la formation commence à faire
reconsidérer la formation aux chefs d'entreprise, mais aussi aux salariés, parce qu'il y a effectivement aussi l'attrait du CPF qui fait que ça génère des demandes auprès de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus, enfin moi j'ai partagé ça avec d'autres formateurs hier, on est plus sollicité qu'avant. Voilà, et 2022 s'annonce plutôt un bon cru pour le monde de la formation. D'accord. Voilà, hobby, passion, j'ai été longtemps un joueur de rugby et j'ai longtemps couru. Je suis moins, je continue de faire du sport, mais plus pour mon simple plaisir. Et puis, je suis un gros lecteur de tout un tas de choses, mais si on parle de hobby, c'est-à-dire quelque chose de plus personnel, je suis un grand amateur de thrillers et de romans policiers, essentiellement en langue française. Non pas que j'aime pas l'anglais, mais j'aime bien lire les textes originaux. Donc j'essaye de trouver des auteurs français. Et comme il y en a légion, eh ben, on découvre tous les jours des pépites. On m'en a conseillé un qui est pas mal. C'est pas spécialement policier, mais c'est plus thriller. C'est Le Livre sans nom de Auteur inconnu. Je sais pas si tu l'as lu celui-là. Alors, je ne l'ai pas lu du tout. J'en entends beaucoup parler, mais je ne l'ai pas lu. Il est. Imagine, tu te rappelles des films des années 90, True Lies, La Totale, tout ça? Oui, Voilà. True Lies. Voilà. Bah, c'est un peu dans le même style, version bouquin, et Ouais. passage un peu comme ça. Mais c'est assez sympa, justement. Mais voilà, je ne peux pas tout lire. En fait, je fonctionne un peu au coup de cœur quand j'isole un truc qui me paraît être sympa, je le note, ce qui fait que j'en ai 10 d'avance à acheter et je n'ai pas le temps de tout lire, mais oui, j'aime beaucoup. Comme ça aussi. Et puis voilà, plus je vieillis, plus je trouve que la lecture est sympa, donc voilà, ça me plaît bien. Ouais, voilà. super. Très bien. Donc, on a pu mettre un peu une activité et mettre une étiquette sur toutes ces belles personnes qu'on a à cet atelier. Alors, du coup, là, on va toucher au cœur du sujet, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, les conditions de votre création. Est-ce que vous avez, on va faire un tour, hein. Bon, là, en plus, on n'est pas trop contraint en termes de temps, parce qu'on est 4. Donc, si vous voulez parler un peu plus longtemps que ce que je fais d'habitude, vous pouvez. Si vous voulez raconter une anecdote de comment vous avez créé une entreprise ou peut-être les galères d'un collègue que vous avez entendu qui a eu du mal à créer sa société ou qui a très bien réussi. Qui veut commencer? Ouais. Bon, en tout cas, oui, voilà, je vais bien. Tu veux te Du coup, lancer? moi, je vais parler de mon cas. Ah bah oui, tout à fait. Alors, dans la création d'entreprise, je pense que il y a plusieurs métiers. Il y a plusieurs métiers, ça ne serait-ce que dans le processus de création d'une entreprise, parce que de l'idée au projet final, il y a tellement d'étapes, tellement d'obstacles, je ne sais pas comment on peut les appeler, que ça requiert en tout cas des savoir-faire spécifiques que malheureusement, je pense qu'on ne peut pas, que personne n'a entre ses mains. Donc, il faut s'entourer de partenaires. Mais en ce qui concerne tout ce qui la démarche de l'idée, la concrétisation de l'idée, la prospection, l'aspect purement commercial et marketing, pas de souci. Mais c'est l'aspect chiffre, moi, qui me pose un peu problème. Tout ce qui est donc, calculer le coût du produit, déterminer le prix qui lui est fonction effectivement de tout ce qu'on investit. Ça, c'est réellement un gros problème pour moi. En tout cas, c'est une difficulté que j'appréhende réellement, même si je sais effectivement qu'il faut que qu'il faille m'entourer de personnes compétentes dans le domaine. Mais c'est toujours un peu frustrant et on appréhende un peu, dans tous les cas, ce qu'on ne maîtrise pas, parce que du coup, on est un peu dépendant des autres. Mais réellement, oui, dans le parcours de création de l'entreprise, je dirais que c'est vraiment la partie chiffre qui est en quelque sorte le sacerdoce pour moi et qui n'est pas négligeable parce que c'est ce qui va faire que le projet va être viable ou pas.
Après, ça dépend. Quand tu as voulu te monter, justement, tu étais en auto-entrepreneur et tu faisais tout seul, ou alors est-ce que tu avais un cabinet comptable pour une société et tu as été accompagné un minimum? Alors, non, 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 au départ, j'étais seul. Et puis, on m'a informé, effectivement. De toute façon, on le sait, hein, aujourd'hui, avec l'information qui circule, euh, il y a possibilité de se faire aider. Il y a moult dispositifs qui existent. Mais il n'en reste pas moins, effectivement, que c'est vraiment une partie très technique et complexe. Parce que Ouais. même s'il y a des personnes qui savent faire, quelque part, mon implication, elle est nécessaire, hein, parce que pour pouvoir calculer tout ce qui est prévisionnel, bah, il faut faire des démarches auprès des fournisseurs, il faut faire des devis, il faut fournir toutes ces informations-là pour pouvoir, en tout cas, avoir une base sur laquelle travailler. Voilà. Ok. Ok, ok. Merci pour cette anecdote. Du coup, c'est bien parce que on va dire que ça rejoint un peu l'aspect chiffre. Ah, Joshua nous a écrit un peu de retard. Je suis un élève de Madame Chanon. J'ai 21 ans et je participe pour apprendre de vos expériences afin de me lancer pour la suite. On va le visiter, Bah, là, tellement quel âge. c'est mal son nom en plus. Oui, j'avoue, j'ai un peu parlé du webinaire. Bah, j'ai beaucoup de chance dans le sens où, dans le marketing, l'avantage, c'est que c'est très lié à l'entrepreneuriat. Et dans l'école de commerce où je fais mes cours, en fait, j'ai énormément de jeunes. Pourtant, j'ai bac plus 1, 2, 3. Hein, c'est même pas des masters. Ils ne sont pas tout de suite en train de chercher du travail à temps plein. Mais ils ont tous un projet entrepreneurial, en fait. Ils se voient tous entrepreneurs à court ou moyen terme. Et ça fait plaisir. Parce Bien qu'ils sûr. ont déjà une réflexion pragmatique, terre à terre. Et quand on fait des courses, et c'est normal, je pense que si j'étais à leur place, j'aurais été pareil, où en fait, finalement, si c'est un cours où c'est que de la théorie, mais qu'il n'y a pas de lien avec le terrain ou une logique de à quoi ça sert, en fait, c'est plus compliqué à saisir ou c'est plus chiant aussi, tout simplement, parce qu'on se dit, j'apprends des trucs, mais à quoi ça me sert? Théorème de Pythagore ou Thalès, moi, je m'en sors pas. Hein, depuis que j'ai quitté l'école, par exemple. Hein. J'ai été obligée de l'apprendre, mais bon, à côté de ça, je m'en sers pas tous les jours. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Mais ouais, ça fait plaisir. Du coup, espérons que les échanges soient assez riches pour l'aider, en tout cas. Moi, je vais sortir une petite anecdote, en fait, où justement, Joshua, ça va lui parler. Je crois qu'on en a discuté ce matin encore. Où, en fait, quand j'ai créé ma société, alors moi, je suis très réseau, hein, donc j'hésite pas à questionner mon entourage qui est susceptible d'être plus qualifié que moi pour m'aider sur certains domaines, parce que je pars du principe qu'on ne peut pas être expert en tout. Et du coup, je me suis fait accompagner par pas mal de monde pour la création de ma société, notamment un comptable, un banquier. De toute façon, j'étais obligée hein, pour monter une URL de toute façon. À côté de ça, donc la CCI, la mairie, parce qu'il s'avère il y a des services dans la mairie qui peuvent mettre en relation la communauté d'agglo. Et en fait, en discutant avec ces personnes qui accompagnent les créateurs de projets, ils m'ont tous dit, mais en fait, il y a l'information à porter. On sait qu'il existe plein de choses. Mais je ne sais pas si ça vient d'une pensée commune ou d'une méconnaissance, mais il y a énormément de gens qui montent leur entreprise où en fait, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'aide et que ça va tomber, alors qu'il y a énormément de dispositifs, même gratuits, hein, qui existent. Typiquement, Franck à la Chambre des métiers, tu peux confirmer, je pense. Exactement. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros delta entre, un peu comme toutes les aides, hein, type CAF, Pôle emploi, etc. On a plein de droits. On n'en a pas conscience. En même temps, si on a envie de chercher, je peux comprendre qu'on ne sache pas par où commencer. Si on nous dit pas, si on nous dit pas un minimum de sources ou de noms d'organismes à consulter. Et à côté de ça, je vois beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs qui sont montés. Alors, il y en a qui ont eu la chance, soit tout seul, soit en MLM. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est le MLM. Société de réseau, en fait, où ça va être la vente de Thermomix, la vente de tous ces produits-là où, en fait, on donne l'image d'une grosse structure.
Mais en fait, au lieu d'avoir des salariés commerciaux, c'est un réseau d'entrepreneurs, en fait, et c'est un C'est système ça, de commission de répartition de chiffre d'affaires. c'est ça, c'est ça. Sauf que, Et ben, de- voilà, après, sauf que ces personnes-là, en fait, quel que soit le statut, que ce soit auto-entrepreneur, que ce soit société ou même une autre chose, ben, en fait, souvent, il ne faut pas oublier que quand on est entrepreneur, quel que soit le statut, ben, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que bah, déjà, si on n'aime pas la gestion, on est obligé d'y passer en tant qu'entrepreneur, par exemple. Mhm. Et à côté de ça, ben, on est plusieurs personnes à la fois et c'est pas évident. Souvent, on oublie. On oublie ou on ne nous le répète pas assez, ou on l'a su il y a très longtemps, quand on était peut-être au lycée, qu'on passait le bac. Donc voilà, et je vois un énorme delta de mon côté. Donc, bah, moi, je n'ai pas à me plaindre, hein, j'ai été bien accompagnée, mais je vois un énorme delta entre tout ce qui existe pour les créateurs et d'un autre côté, ben, l'état d'esprit des créateurs qui sont surpris d'avoir des tuiles qui leur tombent dessus, alors que c'est le quotidien d'un entrepreneur de faire comme ça, quand même. C'est pas soit qu'on est hystérique ou qu'on a envie de se suicider non plus, mais il y a des hauts et des bas, quoi. En fait, on n'est pas préparé à ce qui nous attend. Hum. On n'est pas préparé au haut et au bas de l'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Et c'est Les vrai que salariés, on a un cadre, on part le matin, on rentre le soir et c'est tout défini. On tient par la main pour faire ce qu'on a à faire, en gros. Quand on franchit la barrière, qu'on devient entrepreneur, on est tout seul. Et si ce n'est pas à nous d'aller chercher des services à la Chambre des métiers, à la Chambre de commerce, il n'y a personne qui va venir nous dire ah, tiens, je peux t'aider. Donc, c'est à l'entrepreneur de se bouger pour aller chercher les aides ouais. pour se former en gestion, pour se former en calcul de prix de revient, pour savoir quel prix je vais vendre, etc., etc. C'est ça. Donc, ouais, C'est la c'est. Non, difficulté. enfin, moi, c'était l'anecdote que je voulais partager de constat, en fait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Non, moi, ce que je dirais, enfin, je rejoins un peu l'avis général. Euh, la, la- c'est vraiment une épreuve, l'entreprise. La création par elle-même, c'est de la formalité, mais derrière, c'est tous les jours un éternel recommencement. Et je crois que ce qui peut sauver les entrepreneurs, dans le sens entreprise, hein, dans le sens d'entreprendre, ce qui peut les aider, et je pense aussi les sauver, c'est justement le fait de ne pas être seul. Parce que comme vous l'avez dit, on s'enferme très très vite dans sa solitude et on est très très vite certain d'avoir raison. Moi, j'ai connu cette période-là hein, où bah, j'étais sûr d'avoir raison, quoi. Puisque quand je prenais une décision, comme j'avais personne pour la contester ou pour la discuter, ou pour me faire reconsidérer les choses, bah, je considérais que j'avais raison. Jusqu'au jour où je m'apercevais que ce n'était pas le cas. Et j'ai été au début assez entêté en me disant, je sais ce que j'ai à faire, je suis mon propre patron, je suis responsable de mes décisions, jusqu'au jour où on se dit, bah, ça on ne sait pas faire. Là, je ne sais pas faire. J'ai voulu faire, mais je ne savais pas faire. Je n'ai pas écouté ou j'ai pas sollicité suffisamment de gens. Donc, le réseau pour des salariés ou pour des gens qui ne mettent pas qui remettent pas en jeu tous les jours leur activité, c'est un élément de confort. Le réseau pour les indépendants et les entrepreneurs, enfin les indépendants sont des entrepreneurs, mais ce sont des solo-entrepreneurs, mais c'en est une catégorie quand même. Le réseau pour ces gens-là, c'est pas un élément de confort, c'est vital. C'est vital. Et moi, je m'entoure beaucoup plus qu'avant maintenant. Je prends beaucoup plus de temps pour les autres, parce qu'on me demande aussi mon avis de temps en temps. Donc, je le donne parce que j'ai besoin qu'on me donne aussi, enfin, les autres me donnent le leur quand je suis en face de certaines, pas forcément difficultés, mais en face de certains questionnements. L'homme qui dirige tout seul sa World Company, je pense que ça n'existe pas. Hein. On est tous vulnérables, moi je le suis dans certains domaines. Je m'aperçois au bout de 4 ans, 5 ans, que je commence à avoir une posture d'entrepreneur dans un milieu qui m'est plutôt facilité, hein, parce que je n'ai pas de stock, je n'ai pas d'achat, je n'ai pas besoin de grand-chose pour fonctionner, puisque je suis dans ce qu'on appelle la prestation intellectuelle. Mais pour autant, je me dis, heureusement que ce n'est pas plus compliqué, parce que ça serait plus compliqué, je me demande si je serais à la hauteur. Voilà, donc ce n'est pas un conflit,
un complexe d'infériorité ou je suis conscient des difficultés qui existent pour faire tourner sa boutique et pour en vivre tous les jours. Donc, je n'ose même pas imaginer ce que ça représente quand on a des salariés, quand on a à gérer des stocks, des bâtiments, des immobilisations, du foncier. Moi, je ne me sens pas capable de faire ça aujourd'hui. Ouais, Donc voilà, ce n'est pas une anecdote, hein, mais c'est un avis que je corrobore de jour en jour, quoi, hein. Voilà. Alors, on a Joshua qui nous met un message. Il trouve que ça fait peur. Lancer dans un projet d'entrepreneur, c'est une sorte de blocage. Ouais. Pour une entreprise de textile. Oui, lui, il veut se monter dans une entreprise de textile, du coup. Va en Très Inde. bien. C'est très bien. Oui, il y a tout à refaire en textile en France. Tout se casser la gueule, donc vas-y. C'est vrai, il y a eu beaucoup de boutiques qui se sont vautrées, c'est vrai. Ah oui, il commence par. Il y a le Jabi, c'est vautré. Enfin, ça part tout à l'étranger parce que coup de fabrication, mais oui, c'est un. Ouais, alors la relocalisation aujourd'hui est très à la mode. Oui. Et dans le textile, il y a des coups à faire, hein. Des coups dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en respectant le salarié, en respectant les fournisseurs. Il y a des nouveautés, hein. Depuis quelques années, on relocalise, donc on redécouvre des pépites, hein. Et donc, Josué, il peut peut-être faire quelque chose de bien, hein. Après, justement, comme on disait, il y a une notion de risque qu'a très bien soulevé Jean-Paul, qui n'est pas à négliger, c'est que nous, en prestation intellectuelle, on n'a pas à acheter de stock ou de matières premières, on passe du temps, on le chiffre, et si on n'est pas payé, on ne le fait pas, point barre. C'est ça. Après, quand on travaille du produit plutôt que du service, c'est plus complexe. C'est ça. Mais je garde à l'esprit que pour minimiser les risques au maximum, justement, c'est là où t'entourer correctement de professionnels dans tout ce qui a une valeur importante dans ta réussite, c'est primordial en fait. Typiquement, déjà d'un point de vue marketing, oui, hein, étudier ton projet, bien le cadrer, etc. Et il y a toute la partie derrière de commerce, parce qu'avant de commercialiser tes produits, il faut déjà que tu commercialises ton idée pour avoir des financeurs peut-être pour ton projet. À côté du commerce et du marketing, peut-être qu'il y a aussi un accompagnement comptable aussi, financier. Après, vous avez quoi d'autre comme idée les autres? Écoutez, moi, Joshua... Ah, pardon, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. C'est votre domaine, ça, c'est un accompagnement commercial. Parce que le commerce, alors, commercial, c'est plus Franck ou Jean-Paul que moi. Oui, voilà. Ça, c'est votre domaine. L'entrepreneur, oui, bien sûr. Le côté commercial, c'est pas inné, il faut apprendre. Donc, non, c'est ça. Il vaut mieux se faire accompagner, quitte à se faire former pour cibler les clients potentiels pour pouvoir mieux vendre et pas passer son temps à taper aux mauvaises portes. C'est ça. Ouais, j'allais dire aussi une chose pour Joshua qui est quand même jeune. Moi, je me suis montée, j'ai eu 10 ans d'expérience, j'ai eu le temps de me prendre un paquet de claques de différentes entreprises et par la vie elle-même. J'allais dire que ce ne serait pas de trop de se renseigner aussi sur la posture de l'entrepreneur, la mentalité de l'entrepreneur. C'est ça. Parce que avoir une notice, c'est bien, mais est-ce qu'on sait la lire, cette notice? Est-ce qu'on a le temps de la lire, cette notice? Est-ce qu'on est mentalement préparé à comprendre cette notice et à l'appliquer? Voilà, donc c'est tout un tas de choses qui font que, typiquement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ne se mettaient pas en entrepreneur parce que ils ont envie de cotiser pour leur retraite et ils ne veulent pas travailler en étant gérant à 70 ans. Il y en a d'autres qui me disent que ça demande du temps et à côté de ça, ils ont une vie de famille, donc ils ne peuvent pas trop se le permettre parce que c'est une famille monoparentale. Donc, il faut aussi savoir qu'une entreprise, ça demande du temps, d'avoir un mental solide, dans le sens où, oui, des déceptions, ça arrive souvent. Des très belles réussites aussi, il faut savoir les savourer, attention. Typiquement, quand j'ai réussi des cours qui étaient des challenges, je suis allée m'acheter une bouteille de cidre et un apéro et j'étais contente le soir devant un film. C'était ma petite récompense. Mais il ne faut pas hésiter. Et oui, mentalement, si tu es accompagné et que tu es assez stable quand même, déjà, c'est important, déjà, ça peut t'aider. C'est le petit conseil que je peux te donner parce qu'on parle vraiment d'une mentalité et d'une position d'entrepreneur.
Mm. Comme je Et, disais, et justement, pour rebondir là-dessus, Joshua, avoir peur de quelque chose, c'est humain. C'est ce qui fait que c'est ce qui heureusement montre en d'ailleurs. fait. Voilà, exactement. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous montre qu'on est vivant. Et je vous dirais que Joshua, ceux qui ont peur, ce sont ceux effectivement qui ont, en tout cas, permettez-moi l'expression, un minimum de jugeote et qui ont appréhendé peut-être de manière, on va dire, intuitive, la tâche à relever. Parce qu'une personne, un collaborateur qui ne se met pas en doute et qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui peut se casser la pipe. Mais une personne qui a peur, c'est une personne qui a potentiellement réfléchi à tous les risques. Avoir peur est J'ai normal envie que ça dans marche. quelque chose. Bah oui, dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais comme l'a dit si bien Audrey, on a tous notre domaine de prédilection et on a tous une expertise. Et personne n'a entre ses mains toutes les expertises. Par conséquent, vous vous ferez accompagner par des gens qui sont experts de leur domaine. Néanmoins, je Voilà. pense que, comme vous disait Audrey, être entrepreneur, c'est vraiment une mentalité. C'est-à-dire que si vous êtes déterminé à créer votre business et que c'est ça qui vous fait vivre et c'est ça qui est dans vos triples, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas y arriver. La peur ne doit pas être un obstacle, en fait. Elle doit au contraire être un moteur pour nous booster, Comme justement. l'adrénaline en fait. Exactement, exactement. Le Donc, challenge. nous avons tous peur, Joshua, rassurez-vous, quand on, euh, quand on se lance dans des grandes décisions, quand on doit prendre des grandes décisions, quand on doit se lancer dans quelque chose de vraiment très, très important, eh bien, cette peur-là, elle est là. Et justement, c'est ce qui fait que on est courageux. Parce que si on n'avait pas peur, si la peur nous empêchait d'entamer quelque chose, il n'y aura pas de courage. Et si on ne craignait pas quelque chose, ben, il n'y aura pas de courage. C'est le fait, effectivement, de mesurer l'importance et, en tout cas, la difficulté d'une chose et d'y aller malgré tout, qui fait qu'on est courageux, malgré la peur. Voilà. On sent le loisir de la lecture philosophique de Franck. C'est beau. Si je peux rajouter un truc, c'est se poser la question, c'est pourquoi on veut devenir, pour quelle raison on veut devenir entrepreneur? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Quoi la finalité? C'est de creuser dans ce sens-là. Pour quelle Oui. raison? C'est vrai que j'en parle aussi après, que la raison, justement, déjà, quand on rencontre des entrepreneurs et qu'on leur dit pourquoi tu t'es monté, entre c'est le projet de ma vie, j'ai des convictions et je m'éclate dans ce que je fais, et mon patron, c'est un connard, je vais bosser pour moi-même, comme ça, il n'y a personne qui m'embêtera. C'est deux motivations différentes. C'est plus loin parce qu'il y a aussi la vie de famille à côté. Ouais, aussi. Ouais. Il y a ce qu'on appelle l'environnement. Hein. Donc, C'est ça, creuser, beaucoup. ça s'appelle un peu du coping, hein, mais bon, on creuse. Pourquoi? Parce que, voilà, est-ce que peut-être c'est peut-être pas le bon moment pour se lancer, peut-être plus tard. Après, voilà. C'est ça. Alors, du coup, en continuant un petit peu, je rappelle. Ah oui, directement. Ouais. Je rappelle, petite notion sur le marketing, c'est que le marketing ne produit rien. C'est la mini-session de cours sur le marketing dans cet atelier. Marketing, c'est de la réflexion. Si vous voyez sous-traitance, 5P, maintenant on parle même de 7P, porteur, STP, grossiste, BCG, Pestel, SWOT, Canva, il y a beaucoup de choses qui doivent vous parler, je pense. Ça, c'est du marketing. On réfléchit. On réfléchit à comment on va positionner ces pions sur l'échiquier. Qui je suis, qu'est-ce que je vends, à qui, pourquoi acheter chez moi plutôt que chez le concurrent, quel investissement pour 80% de mon commerce ou de mon chiffre d'affaires, la communication, comment je la fais. Et les soucis qu'on voit aujourd'hui de gargarisme, finalement, l'aliénation de la nature du marketing, où on parle, en parlant de marketing, on parle prospection, on parle flyer, on parle réseaux sociaux, remise, tunnel de vente. Ça, c'est pas du marketing. Site web, référencement, marketing digital, on dit communication digitale normalement, et stratégie digitale, stratégie de communication digitale, ça passe. Parce que dans tout ça, on fait de l'action. Soit on est en communication directe avec le client, soit on va produire des choses, mais dans tous les cas, on réalise une action. Donc, à partir de là, on a passé le stade du marketing. On n'est plus dans le quoi, on est dans le comment. Et à partir du comment, justement, on ne parle plus de marketing, on va soit s'orienter sur du commerce qui va suivre
la ligne, on va dire le fil rouge qu'a donné le marketing avec l'image d'entreprise à respecter, la culture, le business model, soit on va s'orienter vers la communication justement en suivant ce fil rouge. Donc, à ne pas oublier que le but du marketing, c'est de faciliter la vente. Ce n'est pas regarder des statistiques en se touchant les tétons en disant « Oh là là, il y a du monde qui regarde mon truc. » Mais si ça ne fait pas plus de ventes, ça ne sert à rien. Bien sûr, bien sûr. Le marketing, clé de voûte de votre activité. Donc, je parlais de réflexion, mais justement, le marketing intervient à quel moment dans le développement, voire même la création d'une activité? Eh bien, on commence par une étude de marché pour savoir déjà s'il y a un besoin qui vaut le coup pour y répondre. Si les gens sont capables, enfin, si les gens estiment que le besoin est tellement fort que ça vaut le coup de dépenser de l'argent pour satisfaire ce besoin, parce que si j'ai envie d'un stylo rouge, mais que je n'ai pas envie de payer pour un stylo rouge et que ça me convient d'écrire un stylo bleu, bah, vous ne lancez pas sur le marché du stylo rouge, par exemple. Le business model, qui est un peu la photo, carte d'identité de votre entreprise à l'instant T, qui résume justement le qui je suis, qu'est-ce que je vends, à qui, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de différent à venir acheter chez moi plutôt que le voisin, etc. Et aussi, la partie que Franck connaît bien aussi, en regardant en un coup d'œil les frais mensuels et le chiffre d'affaires minimum attendu, que ce soit rentable. Voilà, donc c'est ce que je disais dans le projet viable au début de l'atelier. Après, une fois qu'on a tout ça, le qui je suis, on a l'image de marque qui va donner le ton ensuite des outils dans lesquels investir et on va dire de l'approche que vous voulez avoir d'un point de vue communication, recrutement, commercial, etc. Alors bien sûr, entre le business model et l'image de marque, il y a la culture d'entreprise si vous avez prévu de recruter. Sinon, si vous êtes tout seul, votre entreprise, c'est vous. Donc, normal que votre personnalité soit une partie intégrante de l'image de marque. Typiquement, moi, on se rappelle de moi en tant que formatrice qui aime faire des apéros et qui fait du roller. Ça choque personne. Mais en même temps, on se rappelle de moi comme ça et on se rappelle après de mon approche sur le marketing. Parce que l'être humain a besoin d'une étiquette qui le rassure, qui lui parle. Parce que moi, si on me dit je travaille dans, j'en sais rien, moi, je suis plafonnier synthétique en je ne sais quoi, je ne me rappellerai jamais. Hein. Si vous me dites lui, il fait du golf et il est super sympa, voilà, c'est bon, je me rappelle. Voilà. Donc ensuite, stratégie d'entreprise, on choisit les canaux. Alors, comme on disait, le but, c'est pas de s'éparpiller parce qu'il vaut mieux faire à 100% 3 outils plutôt qu'à 20% une cinquantaine parce que dans l'entrepreneuriat ou dans la com, il vaut mieux montrer un signe de vie régulier sur le même canal parce que si vous êtes une fois dans l'année un peu partout, on vous oublie très vite. Et ensuite, tout ce qui est, donc, on met les mains dans le cambouis, entre guillemets, par la stratégie commerciale, la communication, la production, le recrutement, etc., où on applique tout ce qu'on a vu en amont. Ensuite, la préparation à une création. Est-ce que vous avez déjà entendu ces phrases ? Tu veux gagner de l'argent facilement sans bouger de chez toi ? Oui. Voilà. Tout le temps. Mon patron est un imbécile, je vais être mon propre patron. Ou ça va, Apple et Google ont commencé dans un garage, je peux faire pareil. Ou mets-toi en auto-entreprise, ça ne coûte rien et les démarches sont simples. Et on va dire que, je le résume en bas, on ne crée pas une entreprise quand comme on achète une baguette de pain, ça se réfléchit. Que ce soit pour vendre des pins ou que ce soit pour la vente de des baguettes de pain. Oui, une baguette de pain, exact. C'est pas facile en plus à vendre. Alors, la préparation à une création. Donc, moi, je voulais quand même rappeler aussi un peu tout ce qui est primordial et qui va donner un énorme coup de pouce. Donc, Joshua, on en parlait, pour justement avoir des bons conseils et avancer plus vite. Parce qu'à un moment, si on recherche pendant 3 heures, même plus une journée sur Google, toutes les infos, toutes les aides dont on pourrait avoir besoin, et qu'on va voir la CCI et qu'on boucle ça en un rendez-vous de 2 heures, excusez-moi, mais on a gagné du temps. Parce qu'au lieu de faire des recherches Google, il y a plein d'autres choses à faire de valeur ajoutée pour un entrepreneur. Votre temps compte. Ce n'est pas parce que vous êtes à votre compte et que vous ne comptez pas vos heures que votre temps ne vaut rien. Il faut toujours partir du principe que du temps passé à faire une chose, c'est du temps qui n'est pas passé à en faire une autre. Donc, si on le fait, c'est qu'on l'a choisi et que ça vaut le coup.
Donc, du coup, bah, évidemment, je vais citer Franck avec la Chambre des métiers ou la CCI pour l'accompagnement entrepreneurial. Je rappelle quand même que la CCI, je ne sais pas si la Chambre des métiers fonctionne de la même façon. On a droit à 10 rendez-vous d'accompagnement à la CCI quand même pour bien goupiller et verrouiller son projet et vérifier qu'il est viable d'un point de vue d'une personne professionnelle qui a l'habitude de voir des business plans tous les jours. Donc, c'est pas mal quand même, 10 rendez-vous gratuits quand on se monte et qu'on n'a pas forcément de financement au départ. Oui. On a le réseau professionnel ou personnel parce que même si on n'y réfléchit pas automatiquement ou intuitivement, on a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a monté sa boîte, qui est passé par telle ou telle personne ou organisme ou qui est passé par tel filon de financement, etc. Donc, directement ou indirectement, on connaît tous quelqu'un. Après, ça peut être, on parle de réseau, on n'est pas obligé d'être très proche. Typiquement, sur LinkedIn, on peut être en relation avec beaucoup de personnes maintenant, assez facilement. Et bah, il suffit que vous tombiez sur une personne pleine de bonne volonté qui a envie d'aider ses confrères entrepreneurs pour que justement, on puisse avoir des super coups de main juste de solidarité, en fait. Ensuite, on a pour tout ce qui est information pure, on va avoir la BPI qui a des sources d'informations d'études de marché récurrentes, Xerfi qui fait des vidéos gratuites accessibles sur plein de secteurs d'activité. En fait, c'est un cabinet de conseil à la base. Et plein d'autres organismes statistiques ou études. Peut-être que Franck, tu pourras en rajouter si tu veux, vu que tu es là. Ou d'autres personnes, hein, s'ils travaillent bien autre chose. Non? Bah, tu as coupé ton micro, Franck, on ne t'entend pas par contre. Si tu voulais rajouter. Oui, excusez-moi, j'ai perdu mon oreillette. Pas de souci. Oui, vous disiez? Je disais, Franck, je parlais justement des sources d'information type BPI, Xerfi et autres organismes qui font des statistiques. Peut-être que vous pourriez en ajouter quelques-uns, des sources d'infos. La CNIL pour déposer une marque. Ah oui, la CNIL, très bien. C'est vrai que... Ou l'INPI. La CNIL, c'est l'INPI. Oui, la CNIL, c'est oui. plus la RGPD, la CNIL, ouais, pour oui, la c'est ça. l'INPI, Institut national de la propriété industrielle. Moi, je suis fatiguée. Mais oui. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent que ça ne coûte pas très cher de déposer sa marque, son logo et son nom d'entreprise à l'INPI. Alors, c'est 200. Alors, tout dépend en fait si c'est. Dans quoi vous le déposez? Oui, alors si vous le déposez de manière dématérialisée, c'est un peu moins cher que si vous le déposez en format papier. Oui, j'ai vu 150 €, moi, je crois, pour déposer une marque dans une catégorie. C'est ça, une seule catégorie, voilà. 2 catégories, c'est à peu près 190 €. Et ça peut monter très loin si toutefois vous faites ce dépôt associé à une recherche, on va dire, de similarité, soit sur le marché français, soit sur le marché européen, ou alors sur le marché international. D'accord. Voilà, parce que ce n'est pas parce que vous déposez une marque qui n'existe pas en France, qui n'existe pas en Europe ou qui n'existe pas à l'international. Parce que si toutefois c'est le cas que votre produit, votre marque est déjà déposée et qu'il y a un gros mastodonte qui existe à un niveau européen pour lequel vous n'avez pas fait de recherche, eh bien vous serez contraint de changer de marque. D'accord, ok. De payer très cher. Voilà. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est une très bonne information. Et c'est pareil, moi, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Alors, je n'ai pas eu de chance. Je suis tombée sur une conseillère INPI qui m'a juste dit ah, mais c'est bon, vous êtes inscrit au greffe, donc du coup, vous êtes protégé. Bah non, il n'y a pas mon logo sur le greffe, il n'y a rien d'autre. Enfin, ouais, il y a un nom, mais c'est tout, quoi. C'est ça, exactement. Donc oui, je me renseignerai justement pour déposer la marque parmi la liste des choses que j'ai à faire en tant qu'entrepreneur. Alors, il faut juste spécifier aussi que si vous voulez déposer une marque, il vaut mieux attendre d'avoir le logo. Ah oui, il faut déposer. Sinon, il faut repayer. Ouais, exactement, il faut tout repayer parce que le dépôt de marque basique. Sinon, à chaque fois, ça douille. Exactement, c'est ça. Je le connais, on y était allé, on avait déposé une marque. Donc, chaque fois, combien ça coûte et après, tu amènes tout ton dossier et normalement, c'est bon. Une seule fois, c'est bon. Pas se louper. D'accord, c'est bon à savoir. Dans les autres personnes qui peuvent accompagner les créateurs, créatrices d'entreprises, bien sûr, on a les formateurs, les coachs en entrepreneuriat, on en parlait juste avant. Parce que c'est tout à fait normal qu'on ait besoin d'être accompagné ou qu'on nous tienne la main parce que l'entrepreneuriat, tout comme être parent, il n'y a pas de manuel parfait de l'entrepreneuriat parce que ça dépend de votre personnalité, de votre façon de fonctionner.
Donc, c'est normal d'être accompagné ou de ne pas l'être si vous êtes assez débrouillard, mais ça peut aussi rassurer d'être accompagné pour être sûr d'être bien dans sa tête, bien dans sa peau, dans tout ce qu'on fait, ou si on a des doutes. Et ensuite, on a, là, c'est un peu plus relié au gouvernement par rapport à la région, des organismes reliés à des institutions publiques, pépinières, URSAF. Typiquement, sur le site de l'URSAF, chaque fois que je me connecte, je vois énormément de tutos et de ressources d'information sur l'entrepreneuriat, par exemple. Oui. Donc, après, bon, je n'ai pas poussé pour savoir quel niveau de détail ils allaient, mais j'ai vu des choses sympas. Ils ont besoin de sous, donc ils poussent. Hein? T'as dit quoi? Ils ont besoin de sous, c'est les entrepreneurs qui les nourrissent, entre autres. Donc, ils ont besoin de nouveaux entrepreneurs pour aller taxer. Attends, j'ai créé mon société. 2 € le coup de tampon, s'il te plaît. L'URSSAF était content. Ouais, ça m'a bien fait rire. Alors ensuite, l'entrepreneuriat. Et bien justement, on parlait de mentalité et de groupe de compétences à avoir. Tout d'abord, si on n'est pas commercial alors que la société doit survivre, parce que si on ne vend pas, on n'a plus d'entreprise, c'est important. Hein, Jean-Paul? Ça aide un petit peu. C'est vrai. C'est très, très, très important. Ensuite, on a la partie compétences marketing, garantie de réussite des actions ou au moins augmentation des chances de réussite vu qu'on a réfléchi avant d'agir. Ça peut aider. Et en termes d'image, les gens vont se souvenir plus facilement de nous. Donc, c'est un peu le versus du porte-à-porte versus je me renseigne sur le client avant de l'appeler ou de le voir. Ou voilà. Les compétences juridiques, être en règle plus prévenir les amendes si on n'est pas en règle. Parce que moi aussi, j'ai eu des surprises. Parce que l'URSSAF aussi peut se tromper. Des fois, on peut avoir des cotisations un peu grosses qui arrivent d'un coup. Ou c'est pareil, il y a des frais, je ne connaissais pas le montant pour déposer des statuts par ma juridique. Et du coup, elle m'a fait un devis, mais tout ça, ça se paye pour être en règle, justement. Donc, c'est à prendre en compte aussi. Après, moi, je parle en tant que société, mais même en tant qu'auto-entreprise, c'est le droit de... Comment ça s'appelle d'ailleurs? Le droit commercial? Oui, c'est le droit commercial qu'on doit... Même si on est tout seul, on doit respecter le droit commercial un minimum. Oui, donc bien voilà. sûr, bien sûr. Donc voilà, si vous n'êtes pas en règle, on peut se faire taper sur les doigts. Après, comme dit si bien mon banquier, pas vu, pas pris, perdu, pendu. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, mais ouais, c'est prendre des risques inutiles, je pense. Vaut mieux être à les règles, comme vous dites. C'est ça. Après, on a les compétences en gestion, comme je disais si bien, l'administratif, le flux d'informations. Si on a fixé un rendez-vous avec un client, mais qu'on a loupé le rendez-vous parce qu'on ne sait plus où on a noté ce rendez-vous avec l'adresse, le numéro de téléphone du client, etc., c'est dommage. Si on doit faire des factures, mais qu'elles ne sont pas en règle, le client est en droit de ne pas les régler parce que la facture est caduque. Si on demande un paiement au client alors qu'il n'a même pas accepté de devis, ce n'est pas normal non plus. Voilà, toutes ces petites choses-là qui font qu'on est obligé d'être un minimum carré. Alors, je ne dis pas non plus hyper maniaco non plus, mais il faut être un minimum carré pour s'assurer que au moins les factures soient bien payées déjà et que tout soit pris en compte comme il faut. Ensuite, on a la finance. Comme disait si bien Franck, anticiper les paiements et bien choisir ses investissements et les faire au bon moment parce que, typiquement, en nouvelle société, moi, pendant 1 an, je n'ai pas le droit d'être à découvert et il y a des investissements à faire en urgence et il y en a d'autres qu'il vaut mieux repousser pour garder sa trésorerie et pas être en négatif. Donc, tout ça, c'est pareil, ça se calcule sans non plus faire maths sup, mais c'est juste savoir quand payer, etc., etc. Et la communication, donc savoir créer des supports facilitant la vente. Donc, du coup, dans tout ça, il y a des domaines de compétences où on a plus de facilité et il ne faut pas oublier l'enjeu quand ça touche au cœur de l'entreprise. Il ne vaut mieux pas se louper. Donc, il y a certaines choses où il vaut mieux garder la main dessus parce qu'il y a une notion de contrôle de la qualité. Par exemple, Disney, là, je parlais de Disney parce que j'ai parlé de Disney de mes élèves, mais Disney ne sous-traite pas la production de ses films parce que soit on va voir un film Disney, soit on va voir un film, je sais pas moi, c'est quoi Netflix. Voilà. Mais un film Netflix n'est pas un film Disney et inversement, c'est leur patte qu'il y a dedans, donc c'est normal qu'ils ne sous-traitent pas quelque chose à forte valeur ajoutée et sur leur cœur de métier.
Après, il y a d'autres choses. Par exemple, moi, je suis très contente, moi qui n'aime pas les chiffres non plus, de déléguer à mon comptable le contrôle de gestion et la comptabilité. Je peux lui poser des questions et je sais qu'en l'appelant 5 minutes, je vais gagner 3 heures de recherche sur Google où on entend tout et son contraire sur la comptabilité, sur les blogs, les forums et tout ce qu'on veut. D'un autre côté, bah, y a de la com où il y en a qui ont... Enfin, on peut ne pas aimer spécialement faire de la communication ou pas aimer créer des choses, tout simplement. Ça risque de se ressentir et des fois, bah, que ce soit la com, que ce soit la finance, que ce soit l'administratif, peut-être qu'il y a des choses à déléguer parce que vous prenez trop de temps à les faire et que bah, le temps que vous prenez à les faire, bah, c'est du temps que vous ne passez pas à vendre parce que ça, bah, personne ne le fera mieux que vous. C'est votre bébé, c'est votre projet, c'est votre entreprise. Alors que bah, la partie peut-être juridique, finance, communication, peut-être qu'elle peut être déléguée parce que ce n'est pas votre fort et qu'en déléguant, ça coûtera, même s'il y a une facture à faire, ça coûtera toujours moins cher de facturer une fois un professionnel plutôt que de bidouiller 50 fois et de faire les choses pas comme il faut alors que vous avez passé énormément de temps dessus au lieu de faire autre chose. C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'humilité et accepter que bon, on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire en fait. Et il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut se connaître exactement parce que surtout dans ce domaine-là, même des personnes qui ont fait HEC, des grandes écoles de commerce, ils ne savent pas tout faire. On les forme à tout pour qu'ils aient des notions, mais chacun son travail en fait, j'ai envie de dire en même temps. Donc oui, il faut vraiment faire preuve d'humilité, se concentrer sur le travail qu'on sait faire pour pouvoir faire avancer la chose. Sinon, comme vous dites, effectivement, on s'expose à beaucoup de risques et beaucoup de temps perdu. C'est ça. Et ensuite, ben voilà, la mentalité de l'entrepreneur. Donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est une batterie de compétences et surtout, est-ce qu'on a les épaules pour faire les choses qu'on ne délègue pas? Donc, est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on peut passer du temps dessus? Est-ce qu'on va s'impliquer dessus? Ça va jouer aussi. Parce que c'est triste à dire, mais même si on arrive à déléguer, on va dire qu'une grosse partie de l'entrepreneuriat, c'est de l'organisation de travail et de la gestion du temps. Je le vois dans mon quotidien de plus en plus. Et que, bah, alors, si vous êtes à jour dans votre boîte, clairement, je vous tire mon chapeau parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Voilà, soit les tendances évoluent, soit il y a des cotisations et des financements qui vont arriver dans pas longtemps, donc c'est anticipé, soit il y a des clients relancés, soit il faut améliorer l'offre parce que finalement, on se rend compte que la demande évolue. Voilà, il y a toujours quelque chose. Alors ensuite, comme je disais, la préparation à une création. Donc finalement, si on le résume un petit peu, d'abord on passe sur la mentalité de l'entrepreneur. Ensuite, existe-t-il un besoin assez fort pour acheter? Finalement, ça se résume à ça, une étude de marché. Ensuite, on établit l'ADN de l'entreprise, qui je suis, qu'est-ce que je vends, etc. Et ensuite, on fait ses choix stratégiques de ressources en fonction de l'ADN que l'on a. Par exemple, moi, j'ai choisi de payer un abonnement Zoom parce que les webinaires sont mon deuxième canal de vente. J'en ai 3, mais c'est un canal de vente, donc finalement, payer un abonnement Zoom, ça revient toujours moins cher que de payer un commercial ou moi, que je me déplace à des rendez-vous sans arrêt, peut-être plus ou moins qualifiés, où le webinaire, justement, me permet de regrouper de potentiels clients régulièrement, tous les mois, et de faire grossir mon réseau, justement. Et ensuite, s'entourer de personnes fiables. Finalement, si on résume bien, c'est ça. Donc ça, c'est la partie marketing qui, finalement, se résume à analyser, anticiper les évolutions, cadrer les actions et faciliter la prise de décision. Le reste, bah, ça dépend de vous. Comment vous le faites? Donc, ce que je vous propose maintenant, vu qu'on a fait la partie court, entre guillemets, je vous propose de répondre à la problématique ensemble sur pourquoi l'entrepreneuriat est-il lié au marketing. Donc, on va faire une partie, ça tombe bien, il y a 4 morceaux et on est 4. Donc, selon vous, l'entrepreneuriat est lié au marketing. Qui veut commencer la phrase? Enfin, la réponse à la problématique, en tout cas. L'entrepreneuriat est lié au marketing parce que c'est celui-ci qui va déterminer effectivement le devenir et les plans d'action futurs. Alors, donc, car il détermine? On commence par ça?
C'est une proposition, je ne sais pas ce que Oh. vous en pensez. En fait, on va la construire ensemble, on fait une partie à chaque fois, donc D'accord. l'un après l'autre. Donc après, si tu as commencé, on peut dire car il détermine, ça vous va? Mhm. Mhm. Ouais, Jean-Paul, Oui, Raphaël? oui, je suis en train de réfléchir. Ouais, D'accord. mais pareil, Car il détermine, ok. Hmm. Hmm. Moi, je pense qu'il faudrait introduire une notion d'immédiateté, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat est lié au marketing ou le marketing est lié intimement à l'entrepreneuriat dès les premiers instants du projet, quoi, hein. C'est Ah oui, basique, quoi. c'est ça. Et, Ouais, c'est vrai. Mhm. ouais, je pense que faut pas penser au marketing une fois qu'on a tout créé, quoi. Ah oui, oui, Parce oui, que oui. justement, si marketer, c'est réfléchir, c'est bien Mhm. quand même la première phase de l'entreprise, la première pierre de l'entreprise. D'ailleurs, parfois, quand on réfléchit suffisamment, on remet en cause la création de l'entreprise. Hein, ou le modèle de l'entrepreneuriat en se disant ben, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon produit, c'est peut-être pas la bonne méthode, c'est peut-être pas. Voilà, c'est bien la preuve que le marketing est quand même à l'origine est un processus originel de l'entrepreneuriat, On peut dire dès l'émergence du projet, alors? dès l'émergence du projet. Oui, Ouais. Je le note là, hein, parce que je pense qu'il y aura quelque chose après, il oui, détermine. oui, oui, parce que. Oui, oui. Ouais. Après, j'allais compléter ce que disait Jean-Paul, c'est que le marketing, on le fait en amont, oui, c'est vrai, mais le marketing est lié au marché, Bien sûr, marketing, bien marché, sûr, bien et que sûr. le marché est vivant. Donc Mais, ouais. finalement, il est, j'allais dire qu'il évolue tout au long de la vie de l'entreprise, en fait. Mhm. D'émergence du projet et influence. Non, comment on peut dire ça? Et fait évoluer l'entreprise. Et fait évoluer. On refera la phrase comme il faut après. Oui, oui, bien sûr. Entreprise. Euh, Je pense qu'il implique, il fait évoluer la stratégie de l'entreprise. Oui, mieux. Ouais, ouais, ouais. Là. Hein, il fait évoluer la stratégie de l'entreprise. Bah, jusqu'à sa cessation, on peut dire, jusqu'à sa fin. Ouais. Ah, Oui, Joshua veut participer, il a dit quoi? Il est lié car il suit l'entreprise durant toute sa croissance et permet à l'entreprise de passer des étapes. Ah, j'aime bien la notion d'étape. Mhm. En associant. Ah, j'aime bien, j'aime bien. On peut le mettre ça alors. Il détermine on peut le mettre, oui, c'est bien. la réussite des étapes alors? Ouais. Il manque quelque chose. Ou alors on le met à la suite de il détermine? Oui. Moi, j'ai plus de vue sur sa phrase. Du Ah, coup, pardon. Attends, je te la remets. Il a mis car il est lié. Non, il est lié car il suit l'entreprise durant toute sa croissance et permet à l'entreprise de passer des étapes dans son ascension. ouais, ouais, ouais. Et cette phrase, elle fait un peu écho à celle de. C'est Jean-Paul, c'est cela? Oui. Qui évolue et fait Alors ça, évoluer. c'est oui. Moi, j'ai juste dit que en fait, elle fait évoluer l'entreprise jusqu'à la fin de sa vie. Et justement, Jean-Paul parlait d'évoluer la stratégie. Pas C'est ça. l'entreprise, mais la stratégie. Après, bien sûr, ça découle sur l'entreprise, mais c'est la stratégie surtout qui évolue. Mm. Ok, et Joshua, justement, j'aime bien sa notion de passer des étapes Oui. dans son ascension. Vous en pensez quoi? Mhm. Bah oui, parce que dans tous les cas, une entreprise, elle suit différentes étapes, hein, que ce soit le produit, par exemple, parce qu'une entreprise n'existe que par le produit. Donc, il y a la phase de lancement, la phase de développement, la phase de maturité, la phase de déclin. C'est Donc, ça fait bien ça, écho. Ouais. dans toutes en passant différentes étapes. Ça vous va? Ouais. Mhm. Différentes étapes, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et il détermine quoi? Moi, j'allais dire tout simplement la réussite, c'est très subjectif de parler de réussite, mais j'allais dire la viabilité de l'entreprise. Ouais, moi, je suis d'accord avec Mm. ça. Oui, oui, Ouais. totalement. Exactement. Je Ouais. suis d'accord avec ça. Moi aussi. Alors, après, on va refaire la phrase en franco-français.
Je suis d'accord. Il a dit oui. Merci, Joshua. Donc, lié au marketing, car il détermine la viabilité de l'entreprise en passant différentes Non, étapes. mais c'est tout au long des différentes étapes Ouais, c'est ça. de la vie de l'entreprise, tout au long des différentes étapes. C'est ça. Le marketing est présent, enfin, il doit être présent partout. Si on l'oublie de temps en temps, alors on ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le même sac parce que y a des choses qui sont très répétitives. Je pense aux toutes petites entreprises qui sont dans le bâtiment, par exemple. La place du marketing, elle est beaucoup moins importante, surtout si on est sous-traitant pour un gros opérateur de bâtiments en travaux publics. Ça reste de l'entrepreneuriat, ça reste le même modèle que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, avec les mêmes obligations en termes de connaissances que tu as divisé en 6 là, tout à l'heure. Mais le marketing modèle est beaucoup plus simple. Oui, ils en font quand même, mais la forme n'est pas du tout la même, en fait. Et puis, je pense que son importance, c'est, enfin, la récurrence du marketing est beaucoup moins prégnante que pour certaines entreprises qui sont placées sur des activités qui bougent tous les 6 mois ou tous les 8 mois ou toutes les années. Ouais. Oui, c'est sûr. Bah, il y a des marchés, on va dire, plus tendus du fait de la concurrence ou de la conjoncture instable. Typiquement, j'aimerais pas être un constructeur voiture qui doit jongler aujourd'hui entre la réglementation de l'obligation de l'électrique et en même temps la préférence de la majorité de la population pour le diesel quand même. Donc, j'attends de voir comment la loi va passer et comment les constructeurs automobiles vont s'adapter parce que bah, désolé, mais entre la loi et la demande client, bah, ça ne va pas dans le même sens déjà. Donc, entre le choix de vendre ou ne pas vendre mais respecter la loi, c'est compliqué comme dilemme. Mais ouais, et c'est vrai que bah, j'en parlais justement, j'ai des collègues dans mon réseau qui sont peintres en bâtiment. Ils me disaient qu'en fait, leur commerce, ils le font. Mais leur commerce, c'est du bouche à oreille. Ça va être... et quand ils veulent bosser sur un chantier, ils vont juste voir un restaurant, ils mangent au restaurant et ils discutent avec le patron. C'est une autre façon de faire du commerce, voire même du marketing, parce qu'ils se renseignent, ils regardent la façade, ils voient qu'elle n'est pas top. Là, c'est pratique parce qu'on le voit. Donc, il va voir certaines façades, il va parler au patron, il va se renseigner. C'est une phase de marketing, voire de commerce quand il va dire bah, vous savez, je suis peintre en bâtiment, moi aussi. Mais c'est juste que ça n'aura pas la même forme. Ou même un peintre en bâtiment qui va lire le journal pour voir un peu les nouvelles constructions d'EHPAD, de rénovation, etc. Bah, il va appeler l'EHPAD et il va prendre sa camionnette et il va se renseigner directement où il va appeler. On est dans une autre phase de marketing. Au lieu de faire des recherches Google, il regarde le journal ou les marchés publics. Ça peut être plein de choses. Mais oui. Alors, là, je vois que c'est pas mal dans le sens où on parle de viabilité de projet et c'est bien ce qu'on s'est complété parce qu'on parle dès l'émergence du projet. Et là, on parle d'évolution jusqu'à la fin de l'entreprise. Non, mais moi, je ne parlerai pas de la fin, je parlerai de toute la vie de l'entreprise, tout simplement. Ouais, c'est ça. Tout au long de sa vie, quoi, hein, tout au long de son sa stratégie, voilà. Sa stratégie. Ah, je sais. Il détermine la viabilité de l'entreprise et fait évoluer la stratégie tout au long des différentes étapes dès l'émergence du projet. Ça vous va si on échange comme ça? Là, il n'y a plus qu'une phrase en 4 morceaux. Ouais, tu nous l'as éclaté façon puzzle, là. Hein. Un petit peu. J'ai juste inversé les 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, mais... C'est ça. Alors, l'entrepreneuriat est lié au marketing car il détermine la viabilité de l'entreprise. Hop, je reviens en arrière. Et fait évoluer sa stratégie. Ouais, c'est ça. Tout est fait évoluer la stratégie. Hop. Tout au long des étapes dès l'émergence du projet. Tac. Hop là. Petit spoiler. Dès l'émergence du projet. Tac.
Et là, on est là. Tac. Alors, du coup, j'aime bien faire des Legos avec les phrases. L'entrepreneuriat est lié au marketing car il détermine la viabilité de l'entreprise et fait évoluer la stratégie tout au long des différentes étapes dès l'émergence du projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette phrase vous plaît? Oui. Ouais, c'est pas Pas mal. bien. Déjà, elle est Selon vous, intelligible. T'as dit quoi? selon vous, un marketing, c'est ça, et il faut compléter, c'est ça? Non, là, c'est la phrase terminée. Ok. Alors après, Mais c'est pas un marketing, c'est plutôt j'enlève le selon vous et là, on a la réponse à la problématique en fait. Voilà. voilà, voilà, Ok. voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. Donc ça, Ouais. du coup, on a réussi à faire une jolie phrase. Je suis contente. J'ai des collègues qui me dirigent, je dis ça à chaque fois, mais je suis fière de nous. Alors ensuite, je parle un petit peu du marketing durable, parce que c'est quelque chose que je suis en train de créer. Alors, petite nouveauté pour Jean-Paul qui n'était pas au courant, c'est qu'en fait, au départ, je voulais proposer une nouvelle forme de marketing, pas du marketing qui dit regardez, on fait des emballages verts, achetez chez nous, c'est bio alors qu'il n'y a pas de label bio. Ou regardez, on est total, c'est bon, je grossis un peu, mais on est une société d'énergie, on sait que notre business model est pas bien, c'est pas grave, on change la couleur de notre logo et les gens vont continuer d'acheter et on passe pour des écolos. Voilà, c'est le marketing que je déteste le plus parce que on dénature complètement la nature du marketing qui est de mettre en valeur les qualités d'une entreprise et non pas de cacher ses défauts ou d'écarter la notion d'éthique alors qu'on s'adresse, qu'on dépend de personnes pour faire notre business. Donc, la moindre des choses, c'est pas de se moquer d'eux. Et, euh, et justement, on m'a dit écris un bouquin sur le marketing durable. Puis après, on m'a dit tu devrais faire des formations type et après, tu verras. Et au final, je me suis dit pourquoi pas un label. Donc là, je suis en train de créer un label marketing durable où le principe, c'est pas un énième label pour des grosses entreprises qui sont déjà certifiées ISO, toutes les chiffres qu'on veut, mais c'est plutôt récompenser les TPE-PME c'est presque donné en fait, mais récompenser les TPE-PME pour, euh, pour leur tentative de bien travailler avec les moyens qu'elles ont, sans chercher à le faire pour améliorer son image, mais avant tout parce qu'ils se rendent compte que bien travailler, c'est plus économique, c'est plus qualitatif et ça facilite la vente derrière. Et du coup, ce marketing durable, il repose sur 3 principes, donc l'éthique, la responsabilité d'entreprise et l'amélioration continue. Qu'est-ce que j'entends dans l'amélioration continue? C'est tout simplement intégrer le client dans le développement de l'entreprise. Typiquement, quand j'ai voulu lancer mes webinaires, j'ai lancé un sondage et différents sujets en disant qu'est-ce que vous pensez de tous ces sujets que j'ai sortis? Dites-moi si c'est bof, si c'est hyper intéressant, s'il faut en parler, si c'est non, c'est nul. Et en même temps, l'heure à laquelle vous voudriez un webinaire, parce que j'ai vu sur YouTube, tous les webinaires, il faut les faire à partir de 18 h. Sauf que finalement, quand j'ai questionné mon réseau LinkedIn, beaucoup ont mis après 21 h parce que ce sont des jeunes parents qui couchent les enfants. C'est Après, ça. après, on a les jeunes cadres qui ont des dispos seulement entre midi et 2 aussi. Et enfin, jeunes cadres confirmés, qui n'ont pas de gosses en tout cas. Ou au moins qui ont un minimum de temps de pause. Et on a d'autres qui ont dit moi, je suis overbooké dans ma semaine, je suis overbooké le soir, mais par contre, le dimanche, on est tranquille à la maison en famille à chaque fois, donc je peux me permettre de m'accorder un peu de temps pour participer à un webinaire parce que je serai plus tranquille chez moi. Donc voilà, du coup, j'ai jonglé sur ces trois créneaux-là et au final, j'ai toujours du bon, preuve que ça marche. Et typiquement, j'ai fait participer les clients au développement de la société parce qu'ils ont participé avec moi à la création des webinaires. C'est eux qui m'ont dit quel sujet traiter et à quel moment. Donc voilà, et moi, du coup, vous connaissez ma patte depuis le temps, donc moi, c'est plutôt à base de bon sens et de pragmatisme. Si on fait les choses, c'est quelque chose, sinon autant pas les faire. Donc voilà. Donc pour ma part, c'est terminé pour l'atelier. Alors je vais arrêter l'enregistrement, comme ça on va pouvoir mais du coup, vous avez droit à 1 heure de visio offerte. C'est bon, j'ai arrêté l'enregistrement. Vous avez droit à 1 heure de visio offerte. Ah non, j'ai pas arrêté.